Muy buenos días a todas y a todos. Continuamos con esta mañana que cerrará la edición de este año y arrancamos esta jornada bajo el título Los lugares de invención de lo posible. A lo largo del día de ayer el objetivo era comprender que la resistencia se establece o se puede establecer en esos espacios que nos aportan luz, que nos aportan aire, y sin duda esos espacios son los espacios de la creación y la cultura, como lo van a ir desarrollando a lo largo de esta mañana las primeras dos conversaciones, luego una ponencia y para acabar una conversación entre tres. Entonces, ahora mismo os dejo con Anne Proutot y con Julia Bentuhami para intentar volver a tejer y a coser lo que está desgarrado y descosido. Os dejo con ellas dos. Gracias. Voilà, bonjour à tous. Et d'abord, je veux dire ma joie d'être ici, ma joie d'être à Minorque, d'être revenue à Minorque, et ma gratitude à Sandra, Miguel et toute l'équipe des Trobades. Alors, recoudre ce qui est déchiré, c'est ce qu'on nous propose ce matin, Arouya et moi-même. Alors déjà, je voudrais dire à quel point c'est une belle expression de Camus lui-même, une belle métaphore qui est empruntée au domaine de la couture, hein. Et je pense que cela nous est peut-être arrivé à tous de tenter une réparation dans nos habits, de nos vêtements. Et c'est vrai que c'est aussi une expression du quotidien. Alors, je voudrais commencer par la resituer dans son contexte, hein. Quand est-ce qu'elle a été prononcée par Camus? Alors, il s'agit d'un très beau texte qui fait partie d'un recueil qui s'appelle L'été, qui est paru en 1954. Ah, vous m'entendez? Oui? Tout va bien, d'accord. Et voilà la phrase dans son intégralité. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre, dans la même phrase, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur des siècles. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, voilà tout. Alors, recoudre ce qui est déchiré, on l'entend dans cette phrase complète. Le tissu dont il est question, c'est bien le monde, les êtres humains qui l'habitent et le souci de justice et de bonheur qui est le leur. Donc Camus avait déjà écrit une première version de ce texte en 1941 qu'il va modifier pour cette édition de 1954. Le titre de ce chapitre est très poétique, il s'appelle Les Amandiers, et Camus raconte donc dans ce court texte, Les Amandiers, d'ailleurs que je vous encourage à aller lire dans l'intégralité, il raconte que chaque année, il patiente pour contempler le fleurissement des amandiers, sachant que l'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit au printemps. Et à chaque fois, il s'émerveille de ces fleurs blanches qui colorent la vallée des Consuls à Alger. Donc c'est une expérience algéroise, une expérience de jeunesse qui le frappe, et on sait, ça ressemble bien à Camus, que Camus aime bien enraciner ses prises de position de manière sensible, de manière concrète. Camus écrit à la fois en penseur et à la fois en poète, et il est donc question dans ce chapitre, d'où la citation est extraite, de ce passage de l'hiver au printemps. Et chacun de nous en aura fait l'expérience. Comment désespérer quand on contemple le spectacle de la nature au sortir de l'hiver? Tout semblait mort, tout semblait éteint, immobile, et on voit cette nature qui repart contre toute attente, qui rejaillit contre toute attente. Donc le fleurissement des amandiers au cœur de l'hiver, à la fin de l'hiver, c'est plus qu'un symbole, c'est une sorte d'image poétique qui marque nos consciences, qui marque nos cœurs, et je crois qu'il est aussi peut-être plus explicite
que des très longs développements, des développements interminables. Alors dans ce texte des Amandiers, il est question donc de la foi dans les forces de l'esprit. Camus évoque les temps difficiles, enfin ces temps à lui de l'époque. Il parle de l'Europe tout empoisonnée dans son malheur, mais on s'aperçoit que c'est un texte d'une grande lucidité, d'une grande clairvoyance, mais c'est un texte qui résonne parfaitement bien pour aujourd'hui. Cette tentation du désespoir, cette tentation de baisser les bras, elle est grande. On se dit que le XXe siècle a été tellement meurtrier, mais ça n'empêche pas que le XXIe siècle continue de faire la guerre. Alors, recoudre ce qui est déchiré, rendre le bonheur significatif, c'est d'abord la première leçon de ces amandiers, du fleurissement des amandiers, c'est de ne pas désespérer. Et dans ce texte, Camus nous apprend à ne pas confondre, et c'est très important cette distinction, ce qui est tragique et ce qui est désespéré. Hier, Abderrahmane, suite à une question, a dit « Je suis inquiet, mais je ne suis pas peureux ». Et il y a de très beaux développements dans ce texte sur l'esprit de lourdeur qu'il faudrait combattre. Camus incite à ne pas se morfondre, il exalte les forces de l'esprit, il encourage à se retrousser les manches, à avoir confiance dans l'avenir. Ce qui ne l'empêche pas d'être profondément lucide sur l'état du monde. 1954, c'est le démarrage des événements d'Algérie, où Camus va être vraiment empêtré dans un réel profondément complexe et dans une montée de la violence qu'il ne parviendra pas à enrayer. Donc ce texte reflète une tension, ça aussi c'est un mot bien camusien, entre voir ce qui va mal et en même temps le tragique de la condition humaine et le fait de garder courage. Donc ce n'est pas une vision complètement idéalisée, mais c'est plutôt la mise en valeur incroyable de l'humanisme camusien qui croit vraiment dans le potentiel de la personne humaine. Alors, quelle va être la manière de l'artiste de recoudre ce qui est déchiré ? Alors, ce texte des Amandiers le précise dans la phrase qui précède « Notre tâche d'homme est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse infinie des hommes. » Donc l'artiste, pour la part qui est la sienne, est celui qui ne se satisfait jamais du désordre, ni du malheur, ni du chaos, ni du déchirement du monde. En tout cas, Camus ne s'en satisfait pas. Et l'on sait que du rocher, de l'absurde, du rocher de Sisyphe qui écrase, qui nie les êtres, Camus en a une expérience intime et non pas livresque. Et vous connaissez peut-être cette phrase célèbre de Camus, « Oui, il y a la beauté et les humiliés. Quelles que soient les difficultés de l'entreprise, je voudrais n'être jamais infidèle, ni à l'une, ni aux autres. » Donc dès le départ, pour Camus, et pour toujours, se dessine une conception de l'écriture qui est indissociable pour lui du fait humain, indissociable de la douleur, indissociable de l'humiliation. Donc revendiquer finalement la fidélité à la beauté et aux humiliés conjointement, c'est lié pour toujours ces deux entités apparemment différentes, absolument différentes. Et les conditions modestes de son enfance, qu'on connaît, le côtoiement plein de compassion pour des êtres écrasés par la vie, vont engendrer chez Camus cette conception de l'art. Et comme il l'écrit dans une préface à Oscar Wilde, pour un texte Oscar Wilde, pourquoi créer si ce n'est pour donner un sens à la souffrance, fût-ce en disant qu'elle est inadmissible. La beauté surgit à cet instant des décombres de l'injustice et du mal. Donc depuis les premières pages de ses carnets jusqu'au discours du Nobel, on entend cette forme de gravité où Camus défend ardemment la conception de l'artiste et manifeste que la poétique camusienne, l'art camusien ne sépare jamais le geste de la création du monde et de sa douleur. Recoudre ce qui est déchiré. Nous avons vu que Camus aime à utiliser cette métaphore du tissu pour parler du temps et du monde. Mais qui dit littérature pense au texte, et qui dit texte entend textus, textus dont l'étymologie latine signifie tissu. En fait, il est intéressant de voir que texte et tissu ont la même étymologie.
Donc ces notions de tissage façonnent les œuvres. Je pense à l'instant au magnifique ouvrage de Réhab, je ne prononce pas très bien son nom, qui est fait aussi de ces coutures, de ce raccommodage. Et il y a un poète, le poète Jacotet, qui dit aussi la même chose. Alors ce poète dit « Il me semble pratiquer un travail de réparation à tous les sens du mot, comme si le chant, la poésie pouvait recoudre, quand bien même le tissu ne cesserait de se redéchirer ici et là. » Donc Jacotet, comme Camus, envisage la réparation comme un humble travail de ravaudage, mais toujours à reprendre, et un travail qui porte aussi en lui une signification éthique et rituelle, et se rapproche toujours de l'entreprise de Sisyphe, quelque chose que nous devons inlassablement recommencer. Alors, je voudrais donner ici un exemple, je vais en donner 2 ou 3, de cette conception de la littérature comme réparation. Alors, elle concerne d'abord la pièce L'état de siège, dont Laura Fernandez parlait hier. La pièce L'état de siège, elle se passe en Espagne. C'est une pièce qui n'a pas eu beaucoup de succès à sa parution, mais qui aujourd'hui est beaucoup jouée. Donc, c'est une pièce qui parle de dictature. Et d'ailleurs, Sandra Monac, dans sa jeunesse, a joué le rôle de Victoria dans L'état de siège qui avait été mis en scène par Michel Barré, dont on a parlé hier. Michel qui a été vraiment un beau conseiller scientifique pour les Trobades. Donc je reviens à L'état de siège. Alors cette pièce, elle va donner lieu à une controverse avec un philosophe français qui s'appelle Gabriel Marcel. Cet homme reproche à Camus d'avoir situé cette pièce en Espagne, alors que pour lui, la tyrannie totalitaire était davantage présente dans les pays de l'Est. Et Camus, en fait, va défendre ce choix initial de l'Espagne dans un texte qui s'appelle d'ailleurs « Pourquoi l'Espagne ?» Et pour défendre son point de vue, Camus fait référence justement au silence de l'Espagne qui, abandonné à Franco, réclame réparation. Ce terme est intéressant pour nous. Et aux yeux de Camus, donc le choix symbolique de l'Espagne est justement une forme de réparation. Et Camus d'ajouter ce propos très important à mes yeux, qui m'a fait beaucoup réfléchir, si j'avais eu plus de talent, la réparation eût été plus grande. Donc dans ce texte, il fait explicitement le lien entre la création d'un artiste et la forme de réparation possible qu'elle engendrerait. Donc une fois encore, finalement, la formule camusienne va relier l'expérience esthétique et l'impact éthique. Il ne s'agit pas pour Camus d'apporter forcément la résolution d'un problème, mais le fait de dire, déjà, est salutaire en soi. Il écrira dans L'homme révolté, « Parler répare ». En définitive, ce qui tourmente Camus, vraiment ce qui le tourmente, oui, c'est bien la recherche d'un style, d'une forme, le souci d'édifier un langage, de trouver le mot juste, de ne pas dire plus. Et ça relève pour lui d'une entreprise esthétique avec une portée éthique indéniable. Et dans son article consacré à Brice Parrain, Camus va résumer ainsi l'idée fondamentale du philosophe. Là encore, c'est une phrase très connue de Camus, très citée de Camus, mais qui va bien avec notre sujet. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Et Camus tente de dire qu'il y a bien, pour lui, un effet produit, une sorte de principe de vase communicant entre le monde et l'expérience de langage et de la beauté. C'est une sorte d'opération mystérieuse par laquelle l'œuvre littéraire tenterait d'être une forme de réponse à l'absurde, tenterait de recoudre ce qui est déchiré. Parce que Camus voit vraiment dans le roman, dans la littérature, la possibilité d'une révolte créatrice. Il écrit « Si même le roman ne dit que la nostalgie, le désespoir, l'inachevé, il crée encore la forme et le salut. Nommer le désespoir, c'est le dépasser. »
Et il y a une de ses œuvres incarne d'ailleurs particulièrement cet ambitieux projet, c'est La Peste. Et dans La Peste, Camus va dire qu'il veut donner sa forme au malheur, le nommer. Alors il y a de très beaux personnages dans La Peste, et des personnages à forte carrure, impressionnants, qui se déploient dans le roman et luttent à leur façon contre la violence que la peste figure. C'est le cas du fameux docteur Rieux. Et il y a un autre personnage, moi que j'aime beaucoup plus modeste, qui se consacre dans La Peste, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une tâche d'écriture sans éclat. Il s'agit de ce personnage qui s'appelle Joseph Grand. Et c'est un personnage, c'est un petit employé de bureau et qui a un costume taillé trop largement. Alors, pendant que la peste fait rage, eh bien, lui se consacre à l'écriture de son roman. À chaque fois qu'il croise le docteur Rieux, qui est très occupé avec l'épidémie, il tente de lui parler de son roman. Et ce début de roman qu'il essaye d'écrire, ça concerne une promenade à cheval et vraiment il investit tout son cœur, il voudrait que le rythme de sa phrase soit mimétique de la promenade au trot, 1, 2, 3, qu'elle ressemble vraiment à une promenade à cheval. Et dans des passages qui sont non dénués, on va dire, d'ironie, eh bien on voit le temps fou qu'il passe à choisir entre et, est-ce qu'il va mettre ET, est-ce qu'il va mettre puis, est-ce qu'il va mettre ensuite? Et vraiment, le lecteur peut se dire, mais à quoi ça sert? Tandis que la peste fait rage. Et pourtant, à un moment du roman, le docteur Rieux, qui souvent écoute Grand, va écouter cette première phrase, qui est assez banale, assez simple, mais quand même, quand le docteur Rieux écoute la phrase de Grand, eh bien, il en oublie le bruit de la peste. Cela tient un instant la peste éloignée. Grand incarne donc cet homme modeste qui reste à sa place, qui fait son métier d'homme. Hier, c'est Antonio qui nous parlait de la tâche d'homme, le métier d'homme, comme les autres personnages. Et cette figure de l'artiste est ici ramenée à une figure ordinaire. Aux yeux de Rieux, Grand, c'est le héros de la peste, qui force l'admiration par sa fidélité à sa vocation. Sa vocation, ici, c'est construire un langage. Et cette besogne qui est accomplie discrètement dans l'ombre des soirées a mystérieusement un retentissement pour la vie de ses concitoyens. Je rappelle, notre tâche est de trouver les quelques formules qui apaiseront l'angoisse des hommes, recoudre ce qui est déchiré. Donc Grand, ce personnage nous rappelle qu'il y a une noblesse dans cette tâche d'écriture, même si c'est vrai que son impact est difficilement mesurable. Mais hier, je pensais au propos de Franck sur le fait que ça agit par capillarité. Quelque chose se passe quand l'art est créé. En fait, et pour finir, je voudrais dire que Camus reste toujours conscient du poids du malheur qui pèse sur le monde. Et il sait que cette tâche est surhumaine, puisqu'il le dit. Mais si j'aime cette métaphore de la couture, c'est que justement, c'est une mission qui semble rester à hauteur d'homme, à la mesure de l'homme. Et puis, aussi, lorsqu'il y a, je reprends la réparation d'un habit, la réparation d'un vêtement, il est difficile, même quand on est très doué comme couturière, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais même quand la réparation est bien faite, il est difficile de ne pas trouver la marque de la déchirure. À la même mesure où quand l'artiste, dans son acte, quand l'artiste crée, eh bien, dans son acte de beauté et d'écriture, il ne supprime pas la souffrance. Il ne la supprime pas. Il tente, et là encore c'est un verbe très camusien, de l'équilibrer. Il tente de l'équilibrer, pas comme un poids de beauté, par un poids de justice. L'art, pour Camus, c'est peut-être comme une forme de compensation, vous voyez, d'un contrepoids. Maintenir le rocher de Sisyphe en suspens, qui est prêt à écraser les astres, c'est supposer qu'il va bientôt retomber. Et je crois que l'artiste trouve sa raison d'être dans le fait de le repousser, dans le fait de retarder l'inéluctable, dans le fait peut-être de faire jaillir la beauté tant que cela est possible et dans tous les lieux où c'est possible. Et je pense que l'artiste, tel que Camus en parle, dans son geste, est toujours dans cette posture, vous voyez, tendue, complexe, précaire, cette posture d'équilibre, car la redéchirure menace toujours. Et je voudrais conclure là par un dernier exemple
qui illustre bien, selon moi, cette lutte de l'artiste. Et je le puise dans Le Premier Homme, Le Premier Homme, ce dernier texte de Camus, paru de manière posthume, où il est question de son enfance. Et à un moment, donc, il parle d'un jeu qu'il faisait, petit enfant, les jours de grand vent. Avec ses camarades, il montait sur une terrasse pour affronter la nature déchaînée. Moi, je les lis comme une métaphore d'affronter cette violence. Alors, ils utilisaient, les enfants, des feuilles de palmier. Alors, je cite Camus. Le jeu consistait alors à avancer contre le vent, en soulevant la palme de plus en plus haut. Le vainqueur était celui qui pouvait d'abord arriver à l'extrémité de la terrasse sans que le vent lui arrache la palme des mains, et pouvait rester debout, la palme dressée au bout des bras, tout le corps portant sur une jambe placée en avant, à lutter victorieusement et le plus longtemps possible contre la force enragée du vent. Le texte se poursuit avec des images, c'est un très très beau passage d'exultation, de ferveur intense, enfin, cette force de vie engendrée par ce combat, par cette lutte entre l'enfant et le vent. Et on imagine aussi les rires. Et surtout, ce jeu les rend forts, même si on l'entend là encore, la victoire est provisoire. Jusqu'à quand vont-ils pouvoir tenir contre le vent ? Et en dépit de la précarité, finalement, de cette lutte, elle est source de joie et elle vaut la peine. Alors oui, ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de ne pas désespérer, de tenter de recoudre ce qui est déchiré, de ne pas se morfondre, même si la victoire est précaire. Et je terminerai par ça, de dire que l'artiste est là, sans doute, pour créer des lieux d'éclaircie. Et c'est vraiment le mot qui m'est venu, c'est-à-dire que c'est pas tant des lieux de lumière, parce que l'éclaircie, elle suppose que voilà, les nuages ne sont pas loin, mais l'art va créer ces lieux d'éclaircie. Peut-être comme hier, quand Pascal nous parlait de ce lieu, ce jardin avec les plantes très résistantes, enfin, ces espaces, voilà, où on respire un peu mieux. Et ces espaces, je pense, où on reprend courage, où on reprend des forces. Oui, vraiment, au cœur des personnes, c'est un peu la leçon camusienne, et quelque chose nous tient, quelque chose nous tient debout, comme cette image du fleurissement de l'amandier. Le fleurissement de l'amandier, c'est une forme d'évidence. Il va fleurir comme une sorte de vérité ontologique. Et Camus nous dit que les fleurs, même si elles sont fragiles, elles sont précaires, elles tiendront suffisamment pour que jusqu'au fruit. Elles tiendront suffisamment jusqu'au fruit. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est difficile de passer après Anne. C'est très émouvant. Je voudrais remercier d'abord, évidemment, pour cette belle invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Évidemment, donc, Sandra, Miguel, Carlos, Amal aussi, également. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de parler autour aussi de ce qui, effectivement, des déchirures, mais aussi des moyens de raccommoder, des rafistolages qu'il est possible de faire. Et comment est-ce qu'on vit aussi avec ces cicatrices et comment en faire un fruit, comme le dit Camus et comme tu l'as très bien dit. Alors je vais saisir cette occasion de penser depuis un lieu du monde. Je trouve la formule vraiment très belle pour recoudre donc ce qui est déchiré. Penser depuis un lieu du monde, c'est plus qu'un horizon, une tâche, mais c'est une méthode arrimée au vivant. Penser depuis nos lieux, et comme nous le montre bien également, ça m'a beaucoup marqué aussi le travail de Rehab, il faut penser depuis des écosystèmes sensibles qui fait que respirer, rire, sentir, danser, à l'odeur, tout cela à l'odeur et la texture de nos environnements, alors en l'occurrence méditerranéens pour la majorité d'entre nous. Donc ce que montre Rehab, n'est-ce pas cela? C'est comment on rêve ailleurs, chez soi,
Et c'est de montrer comment, ça m'a beaucoup impressionné dans ce travail, comment le désert du Sinaï par les Bédouins est un désert peuplé, qu'il habite, qui est peuplé de rêves d'enfants, de rêves amoureux, de fleurs, de poésie, d'animaux, et qui forme tout ce rapport imbriqué entre nature et culture, que femmes et hommes, enfants, animaux ne cessent de coudre, de recoudre pour maintenir l'habitabilité de leur monde et de ce monde précis, de ce lieu du monde qu'est le désert du Sinaï. Il faut sans cesse recoudre les mondes exposés à l'assoiffement, au vol, au déplacement, à l'extractivisme, et pour cela, il faut toujours disposer d'un lieu. Il n'y a pas d'universel sans situation au monde. Il n'y a pas de proposition pour une mondialité commune sans un rapport spécifique au monde qui soit intraduisible ou plutôt inconvertible à la standardisation des modes de vie. C'est là le paradoxe, je trouve, de cette formule « les lieux du monde ». On ne peut s'entendre qu'à partir de cet intraduisible d'une culture à l'autre et qui fait la pluralité des mondes, ce qui fait qu'il y a une pluralité culturelle. C'est la beauté de la biodiversité culturelle que toute culture résiste aussi d'une certaine manière à son exportation, à son voyage, à son déplacement, à sa transplantation. D'où des phénomènes toujours d'hybridation d'une culture dans un autre lieu. C'est donc bien dans l'irréductibilité de ce lieu situé que se trouve la possibilité pour tout être vivant de se reposer du monde, de s'arrêter, disait hier Miguel, qui est aussi cette occasion dans cette Robadas, de fuir le harcèlement pour certains, le harcèlement de toutes sortes d'ailleurs, et il n'y a pas donc de vivant sans lieu pour faire monde. Et je citerai ici les paroles du poète palestinien Mahmoud Darwish, un lieu, je veux un lieu. Je veux un lieu à la place du lieu pour revenir à moi-même, pour poser mon papier sur un bois plus dur, pour écrire une plus longue lettre, pour accrocher au mur un tableau, pour ranger mes vêtements, pour te donner mon adresse, pour faire pousser de la menthe, pour attendre la pluie. Celui qui n'a pas de lieu n'a pas non plus de saison. C'est donc une partie du poème donc, qui est extrait d'une mémoire pour l'oubli. Ainsi, le lieu, c'est ce qui nous permet d'emblée de nous inscrire dans un universel singulier. Il s'agit en effet de voir ce qu'il y a de monde dans la singularité d'un geste aussi minimal que de pouvoir poser un papier sur du bois plus dur, comme il nous le dit, d'écrire une longue lettre, d'accrocher un tableau, de ranger des vêtements, d'attendre la pluie, de faire pousser de la menthe. Avoir un lieu, c'est avoir des saisons, dit-il. C'est la possibilité de s'inscrire dans la saisonnalité du vivant contre une accélération du temps, des politiques capitalistes qui volent jusqu'au sommeil et à la naturalité de la saisonnalité de nos propres corps. C'est pourquoi d'ailleurs l'une des armes terrifiantes des tyrannies, orientales, africaines comme occidentales, est de faire en sorte que les exilés ne puissent pas avoir de lieu, ne puissent pas habiter, ne puissent pas se réfugier. Et de manière générale, priver de lieu, c'est empêcher qu'un lieu se fasse, c'est empêcher de faire monde, c'est empêcher d'apparaître l'un pour l'autre, empêcher de se compter et de faire peuple, c'est-à-dire alliance. Et inversement, avoir un lieu à soi, c'est favoriser la création, c'est favoriser le tissage de ce qui a été déchiré, c'est pouvoir se compter l'un sur l'autre et faire des alliances. Donc en réalité, ce dont je parle ici en sous-voix, c'est de la possibilité de recoudre aussi les mémoires traumatiques dans le moment postcolonial de la Méditerranée. Et si je choisis aujourd'hui donc de parler des mémoires postcoloniales, comme aussi une mémoire anticoloniale, anti-xénophobe, c'est donc d'un objet proprement déchirant, alors que même que le thème est recoudre ce qui est déchiré, c'est parce que la déchirure dont il est question aussi a à voir avec l'oubli, l'amnésie même comme mode de vie, comme construction d'une Europe, comme si cette Europe était née aujourd'hui, chaque jour aujourd'hui, sans lien avec les mondes divers qui composent les migrations postcoloniales. Et le tissage, à rebours de cet oubli, de cette déchirure, tissage souvent d'ailleurs qualifié de féminin, est le geste poétique par excellence, qui refait les peaux, qui se refait les peaux, et ce refaisant raconte aussi l'histoire de la déchirure à même la réparation. C'est d'ailleurs, et tu l'as rappelé Anne tout à l'heure, c'est le propre de tout acte de reprise au sens de la couture que de montrer la trace de la déchirure, de la laisser exhiber.
Il faut donc une mémoire pour l'oubli. En ce sens, la réparation des mémoires blessées doit s'entendre aussi en un sens esthétique, du point de vue de la puissance, non pas seulement thérapeutique, de la beauté faite œuvre, mais aussi de sa puissance mnémonique ou mnésique, qui est capable de nous forcer à nous rappeler, à voir ce qui sinon resterait invisible. Et comment en effet convertir la rage, la colère, en puissance critique contre la destruction des lieux et des personnes, contre leur oubli. J'aimerais ainsi aussi aborder ce thème de la réparation des mémoires postcoloniales à partir cette fois-ci de ces quelques mots d'un autre insulaire, si on peut dire, atlantique, caribéen, du poète Édouard Glissant. L'oubli offense, dit-il, et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Chacun de nous a besoin de la mémoire de l'autre, parce qu'il n'y va pas d'une vertu de compassion ni de charité, mais d'une lucidité nouvelle dans un processus de la relation. Et si nous voulons partager la beauté du monde, si nous voulons être solidaires de ces souffrances, nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. Fin de la citation. Et de fait, comme nous l'ont appris bien des historiennes et des historiens, on ne se souvient jamais vraiment seul. D'où le fait que toute mémoire en réalité est nécessairement collective. Elle se nourrit des récits partagés. Et histoire et mémoire, à ce titre, procèdent de manière différente. La mémoire historique, monumentale, des grands récits, est ce qui met à l'écart, ce qui neutralise la charge affective du passé, pour le nommer d'un nom, ce passé, qui soit vidé de toute force conjuratoire, qui soit apte à cette objectivation des affects historiques qu'est la commémoration monumentale. Alors que la mémoire collective est de l'ordre d'un en-dedans, qui ne cherche pas tant à restituer la vérité objective du passé qu'à en transmettre la trame, l'intrigue, et aussi, et là c'est peut-être une dissonance aussi par rapport à hier, elle a aussi pour objet, cette mémoire affective, de transmettre la puissance du faux, qui la traverse comme le souffle nécessaire pour contrer les vérités coloniales, par exemple, esclavagistes à une certaine époque. Dire le faux, faire le faux, c'est la puissance de se réinventer, de fuir ce qui est donné comme une vérité implacable contre la naturalisation de l'oppression. Rappeler la puissance de faussaires de nos ancêtres, comme falsifier les cartes d'identité. Je rappelais hier que mon père avait migré en France en falsifiant sa carte d'identité, par exemple, puisqu'il était trop jeune sinon pour pouvoir migrer. Il avait 14 ans et donc il a 4 ans de plus officiellement. Donc rappeler la puissance de faussaires de nos ancêtres, de nos parents, c'est rappeler cette puissance d'affirmation du vivant aussi, de tous ceux et toutes celles qui luttent contre leur cannibalisation. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de vivant sans puissance du faux, sans puissance justement de cette contrefaçon existentielle pour éviter le positivisme implacable, asséchant de la loi, c'est la loi et il n'y a pas d'autre alternative. Alors s'il est vrai que toute mémoire nous reconduit à l'arrière de nous, il faut reconnaître que c'est là le propre de toute mémoire, que d'être porté par une hantise aussi évidemment toute mélancolique. Celle de l'être que nous étions, du corps que nous étions, du lieu d'où l'on est venu, que ce lieu soit celui des exils intérieurs, des migrations politiques et économiques, en somme de tous les départs qui portent en eux l'amertume sensation d'un impossible retour et d'une impossible répétition. L'impossible de la guerre, de la pauvreté, du viol, de la terreur, mais impossible retour aux origines, impossible coïncidence aussi, bien sûr, à une identité perdue. Lorsque l'on est en exil, migrant, immigré, et dans l'ancienne métropole impériale en l'occurrence, on glisse alors dans l'intervalle entre deux identités, dont aucune ne peut être assumée entièrement, au risque sinon de se faire complètement étranger à soi. L'on devient ni vraiment de là, ni vraiment d'ici. Et qu'en est-il de celles et ceux donc qui n'ont pas fait le trajet, mais qui héritent de cette mémoire de la migration, de ses violences propres, mais aussi, et c'est important, de sa culture de résistance, de ses résistances à l'écrasement de son être. Donc il y a aussi un héritage des migrations et qui reconduit, je pense, cette question propre à Frantz Fanon, donc aussi adopté de la Méditerranée venant des Caraïbes, qui justement à la fin donc de Peau noire, masque blanc dit « Oh mon corps, fais de moi toujours quelqu'un qui interroge ».
Donc qu'en est-il de cette mémoire des corps labeurs de nos parents, des corps déchus, honteux aussi, de nos frères et sœurs astreints à l'indignité d'une vie en marge? Mais aussi, qu'en est-il de leur mémoire des dignités retrouvées et des luttes de leur libération au pluriel? Gandhi disait que l'histoire comme discipline scientifique avait ceci de biaisé que l'on ne faisait que l'histoire des ruptures triomphantes, des guerres, des ruptures bellicistes. Et de fait, il regrettait qu'il n'y ait pas d'histoire de la paix. Mais on pourrait lui rétorquer qu'en réalité, même dans l'histoire des guerres, on ne fait pas non plus l'histoire des défaites stricto sensu et encore moins des vaincus. Or, les vaincus de l'histoire ne sont pas les vaincus de la mémoire, du moins, en tous les cas, dans une certaine mesure. Normalement, pour pouvoir faire archive et avoir droit au récit de l'histoire, il faut des traces extérieures, observables. Il faut avoir pu accumuler des preuves documentaires, des vérités documentaires. Or, l'une des expériences, parfois douloureuses, des migrantes et des migrants, est précisément celle de la perte des documents au gré des voyages forcés, ce qui leur cause évidemment bien des soucis administratifs. Mais quand bien même les documents d'état civil, de citoyenneté, de nationalité seraient sauvés des différents départs précipités, ils ne diraient pas grand-chose de la résonance intime de ces expériences et du sentiment de la perte de soi aussi quand l'on quitte un lieu en tant que perte d'un monde, d'une communauté de sens. Ce que je pars en partant, c'est l'ensemble de ce qui pour moi faisait sens et dans lequel mes gestes, mes paroles, ma langue, mes images faisaient sens. À ce titre, le sociologue Abdelmalek Sayad disait que, je le cite, « La langue et la culture de l'immigré sont sans pouvoir, ni sur le monde dans lequel on vit, ni sur les réalités avec lesquelles on vit, ni sur les hommes parmi lesquels on vit. Langue, culture, mémoire sont ainsi disqualifiées parce qu'elles sont la langue, la culture, la mémoire d'individus disqualifiés socialement. » Donc c'est toute une culture, je continue à le citer, dissociée de sa terre natale, de son lieu, de ses conditions effectives, de son aire de réalisation, qui se retrouve tout à coup réduite à quelques éléments d'elle-même, parfois la cuisine par exemple. D'où certainement pour la difficulté pour les générations suivantes de se reconnaître dans ces morceaux épars de culture déterritorialisés. Et pourtant, parmi tous ces débris de culture et de mémoire, une créolisation s'est faite. Et on le voit par exemple en France, la langue française s'est enrichie, s'est alourdie des langues autres, des accents, des référents culturels venant des anciennes colonies, et réciproquement. Donc il y a bien des traces, il y a bien des archives qui disent la mémoire, le souvenir, et d'un souvenir qui est cette fois-ci création, qui est constitué par tous les restes éparpillés, qui vont faire la densité d'une vie nécessairement fragmentée et créolisée. Et comme je le disais, ces archives sont multiples, ça va être celle de la musique, de la cuisine, des usages vestimentaires, des rituels religieux, etc. Et donc certes, tous ces débris hétéroclites, épars, décontextualisés, contredits par la réalité quotidienne qui en fait éprouver la vanité, soit en tant qu'anachronisme, nous dit Abdelmalek Sayad, soit en tant que manifestation gratuite toute symbolique, ces quelques miettes, a priori, sont tout le contraire de la culture, qui est totalité, cohérence, harmonie, intégration. Mais chez les enfants, justement, issus de l'immigration, ou alors, comme on peut dire souvent, descendants, par exemple, de l'esclavage, une nouvelle contemporanéité de ces cultures se fait jour. On se remet à redécouvrir les musiques, les chants de nos parents, leur langue, leur lutte également, et donc toute leur mémoire. On sort de la honte de soi et des siens, et l'on reconnaît enfin que nos parents ont une culture, bien que beaucoup d'entre eux, n'aient pas eu le privilège de l'instruction. Donc cette mémoire va s'inscrire jusque dans les corps, qui constitue certainement dans ces dispositions l'une des mises en récit les plus implicites de l'identité comme maintien de soi dans le temps, mais aussi comme trouble de cette identité, qui est toujours portée par une inquiétude profonde. Comment demeurer le même dans le changement et comment changer à même la continuité. Et la solution, donc, c'est la mise en récit, en intrigue, du temps raconté, qui permet de réparer les dommages d'un temps qui s'obstine à produire de l'absence et de l'effacement. Donc, quelle mise en intrigue pour les mémoires immigrées, pour les mémoires de l'esclavage? Peut-on vraiment se satisfaire de la vivacité des mémoires collectives pour faire histoire et s'inscrire dans le méta-récit de la nation? Donc c'est là qu'entre en jeu le rôle de l'art, de l'imagination,
la puissance du faux, comme je le disais. Car toute mémoire est imagination, nécessairement, et il faut qu'elle le soit. C'est simplement donc que la production d'images, c'est la manière, précisément, qu'a une chose de durer dans l'absence. L'image elle-même a besoin d'être visible par toutes et tous pour faire accéder une expérience ou le souvenir d'une expérience au statut de condition historique. La symbolisation qu'opère l'art est une symbolisation par effraction, qui répond à un besoin de reconnaissance et de justice, tant il est vrai que dans les lieux officiels, la mémoire relative à l'esclavage et à la colonisation se voit comme pliée à l'exigence d'être plus légitime, plus vraie encore que d'autres revendications mémorielles. Donc la symbolisation par d'autres images, par d'autres mises en scène des corps, par d'autres chorégraphies, c'est aussi une réponse à toutes les tentatives de contre-offensive d'utopie coloniale. Il s'agit donc de forcer à la reconnaissance, non pas identitaire, mais à celle d'un monde commun qui fasse place à la pluralité humaine. Et je pense par exemple, et ici donc j'ai demandé si on peut projeter l'image que j'ai envoyée, je pense au travail d'Alexis Peskin. Alors ça viendra peut-être, si ça ne vient pas, c'est pas grave. Vous pourrez toujours le voir sur Internet. Et ce travail donc s'intitule « Le radeau de la Méduse, le retour de la vague ». C'est une œuvre qui tourne autour de la signification. Elle y est l'image ? Ah bah super. Ouais. C'est un extrait de toute l'installation autour donc du radeau de la Méduse, une divagation autour du radeau de la Méduse et qui s'appelle donc le retour de la vague. Donc cette œuvre qui tourne autour de la signification historique et esthétique du radeau de la Méduse fait dialoguer la mémoire longue, celle de la colonisation, puisque le bateau français, donc le fameux la Méduse, avait pour but en 1816 d'acheminer des colons à Saint-Louis du Sénégal qui venaient d'être rétrocédés à la France par les Britanniques. Mais c'est évidemment aussi pour objet de rappeler l'oubli actuel qui frappe le corps de ces Africains, Africaines, engloutis par les eaux atlantiques et les eaux méditerranéennes ou les eaux de la Manche. Ces hommes et ces femmes attirés donc par une Europe qui opère telle la Méduse, pétrifiant tous ceux et toutes celles qui la regardent droit dans les yeux. Alexis Peskin redonne ainsi un visage, comme ici, à celles et ceux qui n'ont pas le droit au récit de leur mort, ni même de leur vie, et encore moins de leur vie, qui n'en font l'objet d'aucun deuil en Europe, d'aucune nécrologie publique. Et il le fait donc en façonnant, en réalité, ce sont des portraits gigantesques, réalisés à même des cagettes, des charrettes, ou même une barque de pêcheurs. Et chaque trait, en réalité, ici, donc je ne sais pas si ça se voit très bien, mais chaque ombre du visage est en réalité dessinée avec des clous, comme pour marteler la singularité d'une biographie niée. L'artiste donne ainsi l'impression, par cette occupation généreuse de l'espace, à la fois de ralentir la durée, de s'installer dans le temps de la contemplation, comme ces paupières ici alourdies, qui se reposent, de ce repos justement dont sont privés les migrantes et les migrants. Et en même temps, il leur permet de sortir de la zone de non-être, comme le disait Frantz Fanon, dans laquelle ils sont quotidiennement jetés par des politiques migratoires protectionnistes. Donc on a là une mise en intrigue qui joint à la profondeur de l'espace, la profondeur des mémoires mises en dialogue. Il nous donne ainsi la possibilité de se souvenir ensemble et d'être présents à notre histoire postcoloniale. Il nous donne, comme le disait Mahmoud Darwish, une mémoire pour l'oubli. Et de même, on retrouve chez l'artiste Kader Attia ce souci de la réparation comme conjuration des fantômes européens. La réparation n'est plus vue alors comme ce qui doit tenter de revenir à un identique antérieur, mais au contraire ce qui peut exhiber une beauté à même la suture, à même la cicatrice. On pense par exemple à son œuvre « La réparation des cultures occidentales aux cultures extra-occidentales », où justement il essaye de tisser un lien entre des modes de tissage différents d'une culture à l'autre. On voit donc bien que nul n'est besoin d'avoir vécu un événement à la première personne pour se souvenir. Là où la colonisation, l'esclavage, les apartheids, et encore bien sûr aujourd'hui tout le capitalisme sont destructeurs de toute relation en compartimentant les êtres et les mémoires, c'est la grandeur de l'art que de restaurer la relation, la poétique de la relation dont parle Glissant et qui fait si peur à tous les tenants du pouvoir. On oublie souvent que les mots qui précèdent d'ailleurs la citation de Glissant que j'ai citée tout à l'heure
sont ceux qui rappellent la nécessité d'une mémoire pour l'oubli. Mémoire pour l'oubli, qui, comme le dit à son tour Mahmoud Darwish, eh bien, est la lettre, l'éclat. La mémoire est la lettre, l'éclat et l'ouverture de l'oubli. Il ne peut donc y avoir réparation et en réalité effacement de la douleur des blessures et du sentiment d'injustice que lorsque les conditions pour se souvenir ensemble sont réunies et qu'elles donnent lieu, à une authentique transformation matérielle des conditions d'existence des femmes et des hommes. Je vous remercie. Tu veux que je me mette à côté de toi? Je me mets à côté de toi? Alors juste peut-être pour commencer, parce que finalement on a écrit chacune notre texte à part sans vraiment en discuter, mais c'est vrai qu'on a toutes les deux été profondément marquées par le travail de Rihab, donc de la journaliste qui a gagné le prix cette année et qui a produit donc ce formidable ouvrage très matériel et dans lequel finalement je trouve on retrouve tout ce dont on a parlé pendant ces journées, à la fois effectivement les plantes résistantes, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ce travail qu'elle fait, il y a cette Artémis, il y a ce dessin de l'Artémis, il y a Pascal qui nous a parlé hier des plantes résistantes et de tout le travail effectivement de couture auquel tu as fait référence en parlant également, je crois que tu as fait tu avais cette référence au poème de Jacques Cottet que je ne connaissais pas et voilà que j'ai trouvé tout à fait pertinent pour montrer comment est-ce que finalement le texte comme tissu et aussi mais la peau comme tissu. Enfin, il y a vraiment cette idée-là d'une corporéité en fait irréductible. Et finalement, ce dont on parle, c'est pas des abstractions, c'est pas des. Alors, on a beaucoup parlé. J'ai remarqué l'intelligence artificielle, les critiques de l'intelligence artificielle, même si effectivement il y avait une contre-critique du point de vue justement qui pouvait être une contre-critique aussi d'une critique du validisme que je peux tout à fait entendre. Mais il y a aussi quand même cette idée-là de remettre du corps. C'est-à-dire comment est-ce qu'on remet du corps par l'art. Comment est-ce ce qu'on voit quand on voit finalement des ombres dans des grandes villes, etc., qui semblent errer, etc., ce sont des corps qui habitent et qui sont habités. Et en l'occurrence, qui sont des vies qui valent la peine d'être vécues. Je crois qu'il y avait cette résonance-là entre nos textes. Oui, dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses. Peut-être, tu as parlé à un moment de la mémoire collective, l'importance de la mémoire collective, et j'ai fait allusion à La Peste, enfin ce texte qui a eu tellement de succès ces dernières années, enfin là encore, hein, dans une telle résonance finalement avec notre époque. Et en fait, dans ce texte de La Peste, il y a toujours un passage qu'on voit pas forcément, qui se situe juste à la fin de La Peste, où le docteur Rieux parle avec un vieillard et il est question du fait que pour parler de cette épreuve, bon, puis métaphoriquement, c'est quoi cette épreuve? On sait bien que c'est bien plus qu'une épidémie de peste, c'est un moment de lutte collective contre le mal, contre la violence, où il y a eu des morts, où on a été éprouvé, etc. Et avec ce vieillard, donc il est question que justement, il va y avoir quelque chose pour commémorer. Tu as parlé de la commémoration. Et cette commémoration, on sent bien qu'il y a une sorte de... Enfin, que le vieillard en rigole déjà en se disant, ça va être, on va manger des petits fours et puis il y aura un monument comme si ça n'avait... Comment rendre compte d'une expérience, comment rendre compte du malheur, comment rendre compte d'une expérience collective et que ça paraît dérisoire. Et qu'en fait, c'est à ce moment-là, donc à la fin de La Peste, que le docteur Rieux, finalement, décide de raconter l'histoire de ses concitoyens, que c'est lui qui va commémorer par son récit. Et en fait, il y a quelque chose d'assez troublant aussi dans la narration de Camus, c'est qu'en fait, le docteur Rieux, on ne sait pas que c'est lui, on sait qu'à la fin simplement que c'est le docteur Rieux qui raconte. C'est-à-dire que le narrateur est anonyme. Et c'est intéressant le fait que La Peste soit racontée par un narrateur anonyme, par alors, dont on apprend après, et il est très légitime, que c'était le médecin,
mais on sait pas que, donc c'est pas identifier un jeu. Et je pense que il y a, dans la manière de s'exprimer du narrateur, il y a ce souci du collectif, il y a ce souci de faire entendre vraiment la voix des concitoyens. D'ailleurs, il utilise à un moment aussi les carnets de tarot, etc. Enfin, c'est ça que je voulais dire en écho de déjà ce travail de commémoration et donc de dire par un récit, et ça me fait penser aussi à cette phrase de Ricoeur qui dit il y a vraiment des malheurs qui souffrent moins vengeance que récit, quoi. Le récit devenant vraiment une manière de proposer, alors là aussi, ça n'effacera pas les morts, ça n'effacera pas les violences, mais ça va quand même proposer peut-être cet équilibre, dire quelque chose, apporter, enfin, une éclaircie, enfin, et une présence, enfin, mettre ailleurs ce qui a pu se passer. Ouais. Oui, mais je pense que cette idée justement d'une mémoire collective ou d'une commémoration qui en passe pas nécessairement par le fait d'ériger des monuments, mais au contraire, c'est ce qu'on raconte en fait, et qui en soi en fait, comme on a cessé de le dire, est un lieu qui permet d'être habité. Ouais. C'est-à-dire, on convoque d'autres noms, on convoque des récits, comme tu dis, enfin voilà, pour parler aussi comme Ricoeur, effectivement, on met en intrigue. Raconter sous la forme d'un récit, on raconte du coup des vies. Je pense que la dynamique même du vivant, c'est ça, c'est le récit, c'est l'intrigue. Sans quoi, quand on a des monuments morts, pas simplement aux morts, mais des monuments morts, parce qu'on ne peut pas entrer dedans, on ne peut pas y habiter, on ne peut pas... les lieux qui valent la peine, d'une certaine façon, d'être construits sont ce qu'on peut habiter, et on peut raconter des histoires. Et je pense que dans le cadre, justement, pour pouvoir recoudre ce qui est déchiré, il y a quand même un aspect qui est important du tissu, c'est sa fragilité. C'est son caractère vraiment très... presque pas, alors peut-être pas forcément éphémère, mais vulnérable précisément. Et donc du coup, il faut prendre soin, et un soin presque quotidien. Et c'est l'usage qui va faire que précisément, on va voir s'il peut résister ou pas. C'est quand même aussi un autre imaginaire de la réparation. Qui va au-delà justement de simplement une espèce d'artificialisation d'un sol et on construit une grande tour ou une grande statue, etc. Donc c'est repenser aussi ces lieux de pratique de mémoire à même quelque chose de très quotidien, très ordinaire et dans lequel on peut se reconnaître très facilement. Et je pense que c'est pas étonnant quand même également que des artistes contemporains aient réinvesti cette question du tissu ou des peaux qui sont réparées. Plutôt que de sans cesse de penser des formes de création comme des innovations ex nihilo, où il y a des fantasmes démiurgiques aussi derrière, de toujours reconstruire un grand truc qu'on n'a jamais fait auparavant. Et là, à l'inverse, c'est quand même une toute autre pensée que de s'inscrire dans des traditions, dans des pratiques très ordinaires, sédimentées. En plus, effectivement, on l'a rappelé, qui sont aussi des gestes souvent de la reproduction ordinaire, assurée par des femmes, par exemple. Et moi, j'aime bien aussi dire que Gandhi, par exemple, il était très... j'ai beaucoup travaillé sur la non-violence, c'est pour ça que je cite souvent Gandhi, mais que Gandhi, donc par exemple, avait réhabilité le rouet. Vous voyez, le filage traditionnel, etc. Alors, c'était évidemment contre les politiques industrielles de délocalisation, si on peut dire ça comme ça, de la Grande-Bretagne dans les colonies, du filage, etc., et qui avait complètement appauvri tout un secteur, toute une filière en Inde. Donc, il y avait quand même un aspect très, j'allais dire, d'intervention économique, de revendiquer l'artisanat local, etc. Mais par ailleurs, il a été complètement disqualifié, si vous voulez, en tout cas du point de vue colonial, par l'administration coloniale, en considérant que c'était féminin en fait, c'était comme remettre de l'espace privé dans l'espace public. Ça n'avait aucun sens que de faire ce travail de femme dans l'espace public. Donc repolitiser aussi ces gestes ordinaires et ne pas désarticuler ce qu'il y a de quotidien. Ce qu'il y a aussi de local avec ce qui peut être justement avoir une puissance de faire nombre, de coalition, c'est important. Donc je trouve que cette citation qui a été faite de Camus
qui nous a été donnée. Je remercie là pour le choix des citations. Recoude ce qui est dit. Elle est vraiment très. Et tu as très beaucoup parlé justement dans le même sens de l'importance d'avoir un lieu. Bon, un lieu à soi, d'être de quelque part. Enfin, ça fait vraiment. Tu as cité Glissant qui dit, je peux changer en échangeant avec l'autre sans me dénaturer. Et en fait, quand je suis dans cette poétique des relations, tu en as parlé aussi. Je suis d'un lieu, je suis de quelque part. Enfin, parce qu'on pourrait penser que ce monde créolisé, finalement, il y a une sorte de, nous fasse quitter le local. Alors que c'est justement parce que je suis d'un lieu, c'est ce que j'entendais. Donc, je suis d'un lieu que je peux échanger avec l'autre qui est d'un lieu sans avoir peur de me dénaturer. C'est important, ça. Et oui, et c'est même, je pense que c'est un processus inverse aussi par rapport à, c'est-à-dire qu'on a souvent eu tendance à penser que l'universel, c'était se désaffilier. C'est ça. C'était vraiment se délocaliser, si on peut dire ça, se détacher de son lieu, et de parler de nulle part. C'est une espèce de point zéro, si vous voulez, des corps, dont ça participe d'un effacement du corps, etc. Donc une pensée comme en suspens. Et il n'y a d'universel que à partir du moment où on quitte ce lieu. Et à l'inverse, c'est ce que nous montrait, je pense, et là pour le coup, des sagesses quand même plus populaires, c'est qu'il n'y a pas d'universel sans lieu. Il n'y a pas d'universel sans situation. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit pas de, il n'y a pas de mystique, parce qu'il y a eu des mystiques quand même très traditionnalistes, communautaristes, etc. autour du lieu. Racine. Oui, de Racine, il y a quand même tu peux recréer ton lieu. Très xénophobe, bien sûr, que le lieu n'est pas transportable, etc. Donc, mais si on le prend justement sous une modalité comme celle de Glissant, non racinaire, si on peut dire ça comme ça, ou des racines du rhizome, voilà, comme il le dit. Des racines rhizomes, vous savez, donc c'est comme les bambous. Enfin, oui, c'est ça, c'est qu'ils ne s'enfoncent pas d'ailleurs pas de manière très verticale, mais pas des racines uniques. Exactement, il y a plusieurs foyers, si vous voulez, et qui sont liés tellement enchevêtrés qu'on ne sait plus quel est le centre, radiculaire, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est une métaphore assez puissante de Glissant pour penser justement. Comment penser un lieu et vraiment sa singularité, qui fait on peut pas le reproduire, il n'est pas reproductible à l'infini. On peut pas faire le même lieu partout, etc. Donc, il y a souvent une tentation, j'allais dire, d'industrialiser aussi, par exemple, la culture et de l'homogénéiser. C'est-à-dire, on va peu importe le lieu, peu importe les écosystèmes, on va vous reproduire exactement la même chose ailleurs. On disait, on en discutait hier avec Pascal sur aussi la manière de penser, par exemple, les lieux d'art, en reproduisant exactement les mêmes dans des grandes capitales européennes, dans l'hémisphère sud. Vous voyez, comme si c'était. Alors, je trouvais que c'était quand même un manque d'imagination, et c'était un appauvrissement, mais vraiment de ce que c'est aussi que justement la possibilité d'avoir accès à quelque chose d'universel. C'est pas en démultipliant comme ça des mêmes modalités contre les écosystèmes, mais à l'inverse vraiment de penser de manière écosystémique. C'est à partir du lieu qui peut être partagé, qui peut être transformé, etc., par ses habitants, évidemment, mais en tous les cas, pas en important comme ça des modèles qui sont purement de l'ordre du psittacisme, des modèles européens en plus complètement surannés et anachroniques. Ouais. En termes écologiques, complètement anachroniques. Oui, vous m'entendez ? Oui. Alors, je vais poser des questions de couture. Très bien, on est là pour parler de couture aujourd'hui. J'ai remarqué plusieurs choses. La première, c'est sur l'idée de commémoration. Finalement, le mot, si on le prend au sens premier, c'est se souvenir ensemble. Et à propos des monuments, sous forme de boutade, je pensais au monument qu'on trouve du fameux, c'est un personnage très connu en Orient et en Extrême-Orient, Hoxha. Vous savez, ce personnage qui est le sage, un peu l'équivalent du Djeha au Maghreb, qui est plein d'astuces, etc. Et il y a donc dans les 4 ou 5 villes qui sont ses villes natales, des monuments qui le commémorent. Et le monument, il y a une espèce de catafalque, et puis une façade avec
une porte extrêmement épaisse en bois avec un gros cadenas. Et les 3 autres façades sont vides. Ce qui fait que quand on arrive devant le monument, on a tendance à vouloir forcer la porte et le cadenas pour entrer, alors qu'il suffit de passer de l'autre côté pour avoir accès directement au monument du fameux Hoxha. Donc c'est à propos des monuments, effectivement, on peut commémorer en créant peut-être des monuments à façades multiples. Et donc ça c'était le premier point. Le second point, sur lequel alors je voudrais vous interroger, je repensais à la phrase de Camus à propos de, je crois que c'est l'été à Alger, hein, cette ville qui s'ouvre sur la mer comme une bouche ou une blessure. Et je ne sais plus, je me trompe peut-être, il y a une langue ou une symbolique qui rapproche la bouche et la blessure. À savoir que fermer les blessures, c'est aussi fermer les bouches parfois. Il y a quelque chose sur la rencontre des deux. Et donc ma question, au bout du compte, c'est de se dire, on parle de blessures à refermer, on parle de repriser du tissu, et la question que je me pose, c'est quel fil devons-nous utiliser, quel fil devons-nous construire, puisque on ne rapièce pas avec, la plupart du temps, avec le fil du tissu, et on ne recoupe pas une blessure avec de la chair. La seule manière de la fermer, c'est la recoudre ou de la cautériser au fer rouge, et ça se fait. De quel fil devons-nous nous servir pour cautériser et rapiécer? Et je crois que la question essentielle n'est pas... toutes les questions sont essentielles, mais on s'interroge beaucoup sur la blessure, sur la rupture, sur l'ouverture. Mais on s'interroge peu sur le fil, la nature du fil qui doit tout réunir. Et je crois que c'est le fil, pour faire une métaphore filée, le fil, c'est justement peut-être l'art, mais aussi l'engagement de chacun, chaque jour, à sa mesure. C'est ça. Ouais, écoute, enfin juste 2 choses qui me viennent. Tu sais, quand tu as dit c'est quoi le fil, enfin je n'en sais rien, mais je pensais à Jacques Cottet, le fil c'est le chant. C'est le chant. Enfin, le chant, c'est quoi? C'est la voix de l'artiste, la voix singulière de l'artiste. On a vu et entendu hier. Et pour Camus, d'où chez Camus, c'est vrai que régulièrement, il parle de ce langage, édifier un langage à la fin de sa vie. Si je ne suis pas parvenu à édifier ce langage, je ne serai parvenu à rien. Et il mise, enfin, tout est là, puisque c'est son chant qui peut être le fil, donc son chant, l'émergence de cette voix singulière, mais ça se fait pas tout de suite. Et un artiste peut chercher très longtemps sa voix. Et il y a ce autre texte aussi que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu, la fameuse préface là, de L'Envers et l'Endroit en 58, qui est une sorte de préface testamentaire, parce que bon, bien sûr Camus ne sait pas qu'il va mourir 2 ans plus tard, mais il fait une sorte de bilan, un bilan de son parcours humain, intellectuel et d'artiste. Et en fait, même dans ce texte où il est déjà celui qui a écrit L'étranger, il a écrit La Peste, il a écrit L'Homme révolté, il a fait son théâtre, mais il se sent encore à la recherche de cet équilibre. Il le dit, l'équilibre entre ce que je suis et ce que je dis. Il est encore à la recherche de son chant, enfin de ce fil. Donc c'est un travail où c'est toute sa vie qui est engagée là-dedans, et dans cette, j'aime bien quand il dit ça, édification d'un langage. Bon, le fil, c'est le chant. Et puis, autre chose, et la commémoration, se souvenir ensemble. La commémoration, c'est aussi rendre, faire de ce qui s'est passé une sorte de présent inoubliable, d'un présent qu'on ne va pas oublier, justement. On ne va pas prendre des petits fours et puis ce sera fini. Et je pensais à l'instant, pour illustrer cela, à Assia Djebar, la grande et belle, parce que quelle écrivaine, quelle artiste, Assia Djebar. Assia Djebar, quand elle a écrit, vous savez, un bouquin qui s'appelle, un recueil de nouvelles qui s'appelle Oran, langue morte, qui justement est écrit à partir de ces années, cette décennie sanglante en Algérie, 90-2000, et de toutes ces femmes, enfin, elle parle de femmes qui sont mortes, qui ont été tuées, l'une en particulier qui est tuée devant ses élèves parce qu'elle
elle leur racontait, elle parlait des mille et une nuits. Et donc, à la fin, il y a une postface d'Assia Djebar où elle se demande, bon, c'est quoi son travail, quoi. Alors, elle va parler d'un requiem, enfin, elle va parler d'un chant, enfin, son texte est comme un chant. Et puis, elle va dire cette phrase, le sang ne sèche pas dans la langue. Le sang ne sèche pas dans la langue. Sous-entendu, finalement, c'est vrai, quand on ouvre Oran langue morte, le sang de ces femmes continue de couler. Enfin, et je pense que c'est cette forme de présent inoubliable, et le récit littéraire devient justement voilà, ce chant et ce fil approprié à la commémoration. Enfin, voilà. Oui, non, et pour vous avez raison d'insister sur le fait que il y a pas une homogénéité en réalité entre ce qui est recomposé déjà, mais aussi également avec ce qui vient recoudre. Et c'est une matière étrangère. J'aime beaucoup cette idée-là qu'elle est étrangère en fait aux deux, effectivement, aux deux autres matières à recomposer. Et par ailleurs, elle est aussi, enfin cette idée-là de l'étrangeté du fil, elle est maintenue en réalité, c'est-à-dire qu'elle ne se fond jamais complètement dans la peau, etc. Et donc c'est pour ça que ça reste, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette métaphore de la couture, qui on voit vraiment le travail. C'est vraiment c'est l'inverse de l'invisibilisation d'un travail, etc. On voit vraiment le fait que ça a été confectionné, raccommodé. Voilà, j'aime beaucoup aussi cette idée de raccommoder. Et donc la visibilité que ça donne fait que précisément c'est la seule manière, encore une fois, d'oublier. C'est qu'on s'en souvient, que ça, comme nos cicatrices, vous voyez, on y pense plus de manière, mais quand on se dit, bah oui, effectivement, il y a une différence de teinte, etc. Donc c'est assez intéressant. Alors après, pour savoir qu'est-ce qui fait ce fil, je pense qu'il est à la fois effectivement du point de vue, j'allais dire, micro-politique, tel qu'on l'a dit, c'est-à-dire aussi bien au niveau esthétique, artistique, avec des voix, des chants, etc. Donc vraiment dans ces poétiques-là, mais aussi évidemment de manière plus comment est-ce que collectivement on construit des fils, des ponts, etc. Et donc des chaînes humaines, des logiques politiques qui fait que justement l'étranger comme intrus, et il est nécessairement un intrus, c'est-à-dire que forcément il vient déranger mon quotidien. C'est nécessaire. Enfin, maintenant qu'on va s'installer, etc., il vient déranger mon quotidien. Eh bien, l'étranger ou l'étrangère justement puisse être quand même accueilli. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est aussi bien au niveau micro-politique que macro en réalité. Et c'est ces deux pans-là qu'il faut jamais lâcher. Et c'est pour ça que finalement, même dans les collectifs de personnes qui, par exemple, qui aident à l'accueil, c'est aussi intéressant de voir, donc il y a une certaine clandestinité parfois, mais il y a aussi des formes de revendication, d'interpellation du politique, et je pense qu'ils sont nécessaires. Des pratiques comme ça de visibilité, voilà, je sais qu'on a par exemple des collectifs par exemple de désobéissance civile, parce que qu'il y a une criminalisation de l'accueil aux migrants, il y a une criminalisation des migrants bien sûr et des migrantes eux-mêmes et de leur mode de mobilisation. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que quand vous me disiez sur la bouche et la blessure, une des manières, par exemple, à Calais, qu'avaient les migrantes et surtout les migrants, surtout les hommes, en l'occurrence, de contester le sort qui leur était fait, c'est de se coudre la bouche. Et du coup, c'était beaucoup vu. Alors, ils préfèrent la mort que la vie. Ils ont des pratiques morbides de contestation, etc. Mais en fait, c'est de le revoir à l'inverse. Mais non. En réalité, de voir ça comme des puissances d'affirmation de la vie, si c'est ça parler, si c'est parler pour dire justement devant un commissaire, l'OFPRA, etc., des récits qui sont complètement standardisés, normalisés, etc., et qui se retournent contre soi après. C'est vraiment ça, parce que, je ne veux pas parler. Si c'est ça parler, je ne parle pas, et je me coule la bouche. Donc c'est aussi voilà bien encore une fois ce que vous disiez, parce que c'est à la fois voilà des pratiques très corporelles sur comment résister au fait d'être parlé à sa place donc, et en même temps des formes performatives très fortes de prise de position, de risque quand même, d'exposition à la fois du côté de ceux et celles qui aident, évidemment et premièrement toujours évidemment des migrantes et migrants elles-mêmes.
Hi, thank you so much for your rich contribution. Yeah. I was reflecting on what you were saying about monuments, and especially when you touched on Fanon as well and migrants on the periphery. When I think back to contemporary monuments, such as the work of Olu Ogube, who was commissioned by the Castle, the city of Castle for Documenta back in 2017, and he created a monument that had the words inscribed in gold, I was a stranger and you took me in, which is utterly beautiful. And it was translated in different, I think in Turkish and other languages as well. And that stood proudly in the main square in Castle. And then what actually happened was that the city of Castle wanted to buy the work from him, which they often do. And there was a lot of pressure from the government for this work to be moved from the main square to somewhere else so that it had a little bit less visibility. So there was, in a sense, a lack of acceptance and validation. And I'm wondering, what do we do then about these collective memories when people are not willing to accept them as collective memories for all? You know, monuments throughout history actually are quite problematic. You hear of them being knocked down because they're not reflective of everyone's idea of that moment in history, you know? And when they are, in the case of this artist, then they seek to be hidden. So then what do we do then? You know, do you understand what I mean? Yes. Et pardon. Oui, oui. Oui, de toute façon, il y a une. La mémoire, comme je disais, les mémoires collectives, c'est à la fois, bien sûr, des mémoires. Ça peut être des mémoires souterraines, mais ça peut pas se satisfaire de ça. Donc, il y a des moments, je veux dire, comme on dit, d'excès phénoménologique, c'est-à-dire d'apparaître aux yeux des autres et de se voir, etc. Donc, comme tu le disais, sur en fait, la question, c'est de savoir, est-ce que nous n'avons qu'une seule vision du monument? Il ne s'agit pas simplement de s'inscrire de manière monolithique et dogmatique contre l'histoire monumentale. Tout monument en soi n'est pas ni à jeter à la poubelle, ni à dire que c'est simplement une vision surannée, anachronique de célébrer ou de se recueillir envers des formes passées de vie. Mais c'est simplement essayer de comprendre dans quelle mesure tel monument stoppe justement tout type de récit, tout type de contre-récit. Ou à l'inverse, comment est-ce qu'il les suscite? Donc, même des monuments, c'est pour ça que je trouve que même des monuments qui, a priori, peuvent sembler infamants, le pire, je pense, c'est qu'ils arrêtent de susciter tout type de discussion. C'est-à-dire qu'on le naturalise complètement, on voit même plus leur côté, par exemple, infamant. Ça, c'est le pire. En revanche, qu'un monument, je pense par exemple à toute la question des statues qui occupent les espaces publics et qui sont des représentations, par exemple, d'administrateurs coloniaux, par exemple Lyotet en France, à Lille, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces statues? Est-ce qu'on les déboulonne ou pas? Bon, c'est tous les grands débats qui nous traversent aujourd'hui. Et je me demande si, précisément, alors déboulonner, oui, mais en même temps, est-ce que le problème, je pense, c'est la naturalisation de ces statues. Quand elles font complètement partie d'un paysage qui est indiscuté, inquestionné, déconflictualisé. Et inversement, quand d'autres formes, d'autres irruptions, d'autres modalités artistiques viennent prendre le pas, viennent, d'ailleurs, j'aime beaucoup ça, remaquiller ces monuments, les redessiner, etc. Et là, c'est considéré comme du vandalisme. Là, c'est vraiment problématique. Donc moi, je pense que s'interroger de manière critique sur l'histoire monumentale, sur les statues, sur les plaques, etc., sur la manière dont nos villes sont construites autour de ces noms de l'infamie, il faut dire ce qui est quand même, des intendances coloniales, etc. Ça passe par, je pense, le critère, c'est comment est-ce qu'on se souvient, en fait, on dit vraiment ce que c'était, et pas dans simplement une espèce d'exaltation des
des personnes, etc. Mais il faut pouvoir, comme je le disais, c'est important, se souvenir pour oublier. Donc, il faut dire qui était Lyotet. Il faut pouvoir s'en moquer aussi, effectivement, les repeindre. Je trouve que cette superposition-là de voix vient, vient rompre un discours majoritaire des grands hommes qu'il est nécessaire de faire, de toute façon, qu'il est nécessaire de faire. Oui. Bonjour, j'ai beaucoup aimé votre exposé à toutes les deux, mais je vais m'adresser plutôt à Ouria. Je voudrais savoir, c'est une question seule, je voudrais savoir où vous situez Albert Camus. Est-ce qu'il a été migrant ou colon? Grande question. Parce que sa famille de Ménorque sont arrivés en 1854 en Algérie, et donc c'était des migrants. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelait les colons. Et je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait ce déchirement qu'il a toujours eu. Oui, bien sûr. Entre ce déchirement qu'il a essayé de recoudre. Et que dans son dernier livre, Le Premier Homme, il est revenu sur son enfance où il jouait avec ses petits camarades qui étaient... il y avait de tout. Enfin, c'était dans un petit village. C'était des enfants, il y avait des Arabes, il y avait des Français, il y avait des Italiens, il y avait un peu de tout. Et vous n'avez pas beaucoup parlé de ça. Merci. Oui, mais c'est une excellente question. Parce que je pense que la déchirure dont on parlait aussi, c'est pas nécessairement quelque chose qui est extérieur, elle est aussi interne. C'est aussi ce que fait aussi quand même, alors notamment dans le cas de la colonisation, ce sont des sujets clivés en réalité. Et justement, je pense que Camus et son écriture montrent bien tout le temps ces déchirures internes. Et de fait, c'est contemporain de la colonisation, de fait, l'émigration, en l'occurrence y compris de sa famille, puisque la colonisation algérienne commence dès 1830. Donc c'est contemporain, c'est tout à fait contemporain. Et la question, justement, je pense, elle l'habite, elle la hante et elle l'inquiète. Et je pense que le pire, j'allais dire, de la colonisation mentale, si on peut dire ça comme ça, c'est de ne pas s'en inquiéter, de ne pas s'inquiéter, juste encore une fois, d'où l'on est, et d'être là, d'être par exemple à Alger ou dans les terres plus, dans l'arrière-pays, comme propriétaire de ce monde. Et l'inverse, je trouve quand même, en tous les cas, de l'écriture de Camus, c'est de montrer que c'est un monde partagé, etc., qui a été par la contrainte. Donc, avec lucidité, comme tu le disais tout le temps, c'est-à-dire qu'il sait très bien ce qui se passe. Enfin, il est aveugle, il le voit, il voit bien qu'il y a dans quelle situation aussi vivent les Arabes. Mais c'est vrai que j'étais assez curieuse. C'est pour ça que j'avais demandé à Anne quand est-ce que Camus quittait l'Algérie, pour savoir, par exemple... c'est assez intéressant pour savoir s'il avait rencontré ou pas, enfin en tous les cas s'il s'était croisé avec Frantz Fanon. Et c'est assez intéressant parce qu'ils font le chemin inverse, du coup, on a appris ça, j'ai appris ça. C'est-à-dire que Frantz Fanon donc arrive alors à Alger puis ensuite à Blida, exactement, de Lyon, et Camus fait exactement l'inverse. Donc il repart ensuite à Lyon d'abord, c'est ce que tu m'as dit. Et Fanon, donc dès qu'il arrive, alors là, il voit les ravages, et en plus les ravages psychiatriques, vraiment, de la colonisation des deux côtés. Et ça, c'est toujours intéressant parce que c'est pour ça que ça parle de la déchirure aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans inquiétude. Enfin, vraiment, c'est inquiétude critique qui touche aussi bien Camus que Fanon, pardon. Donc, moi, je trouve qu'il y a cette inquiétude. Après, l'interlocuteur, par exemple, de Frantz Fanon, ça a été Sartre. Donc, si on le remet dans le triangle Sartre, ça devient plus, y compris sur l'Algérie, ça devient vraiment plus complexe. Et c'est sur la question de l'injustice, évidemment. Comment est-ce que j'en réagis à l'injustice? Est-ce que c'est au nom, effectivement, de grandes idées, etc. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose
chez Camus qui résonne, par exemple chez Frantz Fanon, c'est ce caractère des ravages de l'ordinaire, dans la vie quotidienne. Ça, il y est très sensible, Camus, et Fanon également. Donc, en réalité, je pense qu'on peut redessiner, je suis en train de me demander si je sais pas, travailler là-dessus un peu d'ailleurs, sur redessiner une autre conversation aussi à partir de Camus et de cette idée-là de qu'est-ce que c'est que, comment dénoncer l'injustice à partir, est-ce qu'on repart d'une grande idée de la justice, ou est-ce qu'à l'inverse, on part des injustices de manière ordinaire, c'est-à-dire par la négative, en fait. Partir des injustices. Je ne sais pas ce qu'est la justice est. J'en ai aucune idée. J'ai pas d'idée préconçue de ce qu'est la justice. En revanche, je sais ce que c'est que l'injustice. Donc, à l'inverse de Sartre aussi, c'est ce que c'est que la justice, d'une certaine façon. Donc ça, je trouve que c'est une modalité intéressante. Mais en tous les cas, son contexte, ça fait partie, évidemment, d'une mobilité qui est liée, évidemment, au contexte colonial. On ne va pas par hasard, évidemment, en Algérie, il y a des terres dites disponibles. Il y a des terres qui sont vidées d'une certaine façon et qui sont à repeupler. Donc, ça fait quand même partie de ce même... c'est inscrit dans ce même processus. Après, voilà, il y a les grandes logiques, et puis ensuite, et je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est une très bonne question, madame, en tout cas. Ouais. Merci d'avoir dit eux. On se parle pendant des heures. Merci vraiment à toutes les deux pour avoir parlé de cette déchirure, mais surtout à nous avoir restauré les éléments de relation et le besoin de ces récits multiples. Je crois que c'est vraiment ce que j'en ressors de tout ce que vous avez dit, et ce qui me permet aussi donc de joindre et de le relier avec la conférence maintenant d'Alexis qui va nous parler de ce don de la création. Donc je vous laisse avec lui. Merci à toutes les deux.